Paix et bénédiction sur vous, soyez les bienvenus à la session de travail d'aujourd'hui dont l'intitulé est la politique. Nous allons parler du rapport entre les gouvernants et les gouvernés et la manière dont l'amélioration des rapports entre ces deux acteurs peut prévenir les guerres civiles et les conflits et ainsi peut assurer la bonne gouvernance aux gouvernants et la justice et l'équité aux gouvernés. Si cela peut nous donner une alternative au despotisme, au fascisme, à la destruction. Je suis très honoré d'avoir à mes côtés trois spécialistes de la question. Nous allons commencer le débat avec Dr Salman Bounarman, qui est un écrivain et marocain, chercheur en sciences politiques et sociales, né à Casablanca, au Royaume du Maroc. Il est titulaire d'un magistère en droit général délivré par l'université Hassan II de Casablanca, de même qu'un doctorat de sciences politiques délivré par la même université. Il est chercheur et fondateur du Centre marocain d'études et des recherches contemporaines. Il a aussi été coordinateur général et membre de la direction scientifique chargée d'élaborer le rapport annuel 2007-2008 sur la situation religieuse publié en 2010 par le Centre marocain d'études et des recherches contemporaines. Il a été superviseur scientifique et chercheur expert chargé du projet de rédaction du rapport stratégique 2014 sur la jeunesse dans le monde arabe et qui sera bientôt publié par le Centre des jeunes de l'avenir pour les études, la recherche et le développement de Bahreïn. D'autre part, Salman Bounarman est chercheur, fondateur et membre du conseil consultatif du Centre d'études de la famille et de la recherche en matière de valeurs et de droit, membre fondateur et conseiller scientifique de la Fondation Al-Idrissi, membre du conseil consultatif du Centre des jeunes de l'avenir pour les études, la recherche et le développement, de même que chercheur principal au Centre NAM pour la recherche et les études. Il a également contribué à la fondation de plusieurs centres et associations scientifiques. Il a publié maintes études et recherches dans des revues scientifiques arabes et internationales de référence. Il est l'auteur de nombreux travaux publiés par le Centre NAM pour la recherche et les études, entre autres l'expérience japonaise, études sur les fondements du modèle de Renaissance, la philosophie des révolutions arabes, approche explicative d'un nouveau modèle de soulèvement, question suscitée par l'état émergent du printemps arabe vers un modèle susceptible de contribuer à la renaissance de la nation. Également, la renaissance linguistique et le discours pro-francophone, critique du nouveau colonialisme linguistique, les questions relatives à la méthode en sciences sociales et humaines. Dr Bounarman va nous parler de la réforme et la réconciliation vers une approche proposant une alternative à la relation liant l'État à la nation. J'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Deuxième intervenant, il s'agit de la professeure Gudrun Kremer. Elle est très connue par ses recherches de pointe sur l'esprit islamique. Elle est membre de l'école universitaire des cultures et sociétés musulmanes de la Freie Université de Berlin. Elle est également membre de l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg et de l'Académie tunisienne des sciences Beit al-Hakma et rédactrice en chef de l'encyclopédie de l'Islam 3. Elle détient un doctorat honorifique de l'Université islamique de Tashkent. Malheureusement, le micro a été coupé, micro d'intervenant. Il est inaudible pour les interprètes, malheureusement. Micro, s'il vous plaît. Voilà. Madame Gudrun Kremer a reçu le prix Henkel Gerda en 2010. Elle a été chercheur invité à Bologne, Beyrouth, Le Caire, Erfurt, Paris et Jakarta. Elle a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire du Moyen-Orient, les mouvements islamiques et la pensée politique islamique. Ses monographies en langue anglaise comprennent Hassan el-Banna, qui a été édité par Oxford, les éditions Oxford 2010, Histoire de la Palestine, par édition Princeton 2008, Munich 2002, Parler au nom de l'islam, les autorités religieuses dans les sociétés musulmanes,
édité avec Sabine Schmidtke, Université de Leiden 2010. Professeur Kremer va nous parler des principes de réforme et de bonne gouvernance, et j'ai beaucoup apprécié le document qu'elle nous a fait parvenir, et j'incite tout un chacun, si vous trouvez le temps, de lire dans le détail cette intervention. Ensuite, inutile de vous présenter le docteur Mohamed Ben Al-Mukhtar Al-Shinkiti, maître de conférence au Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique à l'université HBKU au Qatar. Il a enseigné l'éthique politique et l'histoire des religions à la faculté d'études islamiques. Il est titulaire d'un doctorat en histoire des religions délivré par l'université de Texas aux USA. Ses domaines d'intérêt comprennent la jurisprudence politique, la rénovation de la religion, la question des sectes, ainsi que les relations arabo-américaines. Parmi ses travaux publiés en langue arabe, les désaccords politiques entre les compagnons du prophète, épites sur le rang des personnes, le caractère sacré des principes. Ensuite, c'est son deuxième ouvrage, l'impact des croisades sur les relations entre sunnites et chiites. Ensuite, troisième livre, avis juridique islamique afférent à la politique. Quatrième livre, entretien portant sur la prédication de l'État. Cinquième ouvrage, les meilleurs esprits musulmans du XXe siècle. Dernier livre, mais ce n'est pas le moins important, il s'agit d'un livre sur Mohammed Abdallah Adraz, le philosophe du Saint-Coran, ainsi qu'un recueil de poésie intitulé Blessures de l'âme. En langue anglaise, le docteur Shinkiti a rédigé les ouvrages suivants: l'impact des croisades sur les relations entre sunnites et chiites, c'est sa thèse de doctorat d'ailleurs, Saladin dans la mémoire des sunnites et des chiites. Une douloureuse quête de Dieu, c'est un autre ouvrage, les musulmans tels que vus par les premiers Américains. Orientalisme et aliénation, Edward Saïd et Ben Lewis, et les esclaves d'Allah, les premiers musulmans africains en Afrique. Alors, ces livres ont été traduits en turc, albanais, bosnien, persan, et certains en langue kurde. Le docteur Shinkiti participe régulièrement à des émissions diffusées sur Al Jazeera, dont il est une star incontestée, et sur le site web de cette chaîne, il a également publié plus de 500 articles en arabe et en anglais, la plupart également de nombreuses conférences régionales et internationales. Le Dr Shinkiti va nous parler d'une question de grande envergure. Il tente une approche à trois volets entre la réforme, la contre-révolution. Son intitulé, c'est une issue pour sortir de l'impasse, la réforme préventive comme alternative à la contre-révolution et à la guerre civile. La parole, à présent, est à Salman Ben Norman, qui va nous parler du sujet. On lui impartit 15 à 20 minutes. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, toutes les louanges sont à Dieu. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de cette conférence. Merci, groupe de théologiens, Monsieur Tariq Ramadan, et merci d'avoir sélectionné ces sujets, ils sont très importants, merci d'avoir choisi ces thèmes. Effectivement, aujourd'hui, nous abordons des questions du jour, inflammables, hautement inflammables, si je puis m'exprimer ainsi, dans un contexte cognitif très excité. Et effectivement, c'est l'un des sujets les plus chauds, à savoir le rapport entre le gouvernant et le gouverné et la relation entre l'État et la société. C'est un thème qui a occupé la pensée politique, et traditionnelle et moderne. Elle perdure dans la pensée de chacun. Surtout aujourd'hui, au vu de la crise par laquelle passe l'État moderne, l'affaiblissement de l'État autoritaire à la suite de la fin du colonialisme et de l'interventionnisme impérialiste. Aujourd'hui, la pensée islamique se tente de reposer des questions de réforme politique, la restriction de l'autorité
Et je prétends même qu'il existe un lien stratégique et civilisationnel entre les questions de la réforme arabe du 19e et 20e siècle et les liens et les questions posées par le printemps arabe et ses implications. Ce qui veut dire que les mêmes aspirations des siècles 19 et 20, liberté, constitution, égalité, citoyenneté, quête d'un nouveau modèle de l'État, ces mêmes inspirations d'alors restent aujourd'hui encore plus de vigueur. Elles ont trouvé leur point d'orgue avec ces processus de démocratisation et n'ont toujours pas trouvé d'écho réel. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation critique. Il faut réexaminer la relation entre l'État et la société, surtout au vu des inflexions majeures que nous vivons, nous, comme communauté musulmane, dans notre contexte maghrébin et africain. Je vais donc essayer de couvrir l'ensemble des idées que j'ai prévues dans mon papier, même si je pense que le temps imparti ne suffira pas. Je vais essayer d'aborder les 9 thèmes, les 9 axes principaux auxquels j'ai pensé. Nous pourrons aborder ce que je manquerai lors des questions-réponses. D'abord, donc, la relation critique entre l'État et la société, ensuite l'État et la société dans le cadre du printemps démocratique, la nécessité de la réconciliation et du consensus, le fondement de la réconciliation, ensuite retrouvons-nous sur un terrain d'entente. Ensuite, les différents jalons de la réforme démocratique, la prise de conscience du danger inhérent à l'État moderne, 8 et 9, vers un pacte social et politique nouveau. Et pour la suite, ce sera un thème maroco-marocain, je dirais que je l'intitulerai l'expérience marocaine et l'axe et le tiers axe. Donc j'essaie de couvrir ce sujet sous 9 angles, 170 pages. Je vais essayer de résumer ces 170 pages en ces quelques minutes qui me sont imparties. En effet, cette crise historique de la relation entre l'État et la société a fait face à un changement de paradigme, à une inflexion d'équation, vu le modèle civilisationnel imposé qui a fait suite à notre modèle islamique où l'origine résidait dans l'État et la société ont en formé un acteur parmi d'autres. L'État était la seule source d'autorité, même si son intervention dans la société restait limitée. Les latitudes offertes à la société alors étaient beaucoup plus fortes que celles que l'on retrouve aujourd'hui. Et donc, il y avait une répartition de tâches et de fonctions. L'État était moins interventionniste et s'intéressait principalement aux fonctions régaliennes, la sûreté, la sécurité, la politique extérieure, etc. Aujourd'hui, l'équation s'est inversée. Aujourd'hui, nous faisons face à une société affaiblie et à un État rampant, vorace. C'est un enracinement de ce modèle moderne qui tend à phagocyter les fonctions sociétales, un État interventionniste de premier ordre, et évidemment, après la fin du colonialisme, ce fut ressenti de plus en plus, où était mêlée la tradition autoritaire, les modèles récents et toutes les traditions, toutes les expériences despotiques et autoritaires. Je le redis, le despotisme, l'autoritarisme n'a aucune identité, n'a aucune religion. L'autoritarisme, le despotisme a instrumentalisé le patrimoine, la modernité, il a même instrumentalisé la démocratie, ses principes. Il a tout instrumentalisé
l'authenticité, la modernité, juste pour pouvoir produire quelque chose de son cru, où il pose une étiquette de modernité et de laïcité, et prétendant naturellement la préservation de l'identité et en même temps de l'authenticité et de la traditionnalité. Aujourd'hui, il existe bel et bien une contradiction entre les mouvements de réforme intellectuelle et de réforme des institutions. Il y a une véritable dichotomie, une schizophrénie entre le projet de l'État moderne et les projets de la communauté, la Ummah. Monsieur Ralioun, dans son livre Al-Mahna al-Arabiyya, nous dit que l'État moderne est un État importé qui prétend vouloir la libération, le progrès, dissoudre la vassalité, mais en même temps, ce modèle a toujours servi à l'encontre des intérêts de la Ummah, de la communauté, à l'encontre de sa volonté et de ses projets de liberté. Et c'est bien pour cela que l'État moderne n'a jamais vu le jour dans notre région. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut parler que de État des classes, État de groupe, et quel que soit le diagnostic, l'État moderne n'a jamais eu lieu. Alors, qu'est-ce que le printemps démocratique a apporté dans ce lien entre l'État et la société? La démocratie, le printemps démocratique a repris à son compte la Renaissance avortée. Comme je l'ai dit au départ, il a essayé de reprendre à son compte toute la question qui s'articule autour de la philosophie du gouvernement après l'indépendance ou les indépendances. Le printemps démocratique s'est vu obligé de proposer un nouveau paradigme, un nouveau modèle qui redonne à la société ses lettres de noblesse, ses lettres de gloire, ses vraies fonctions, pour mettre un frein à la voracité de l'État moderne, ces interventions diverses et multiples partout, dans les domaines où c'est à la société d'agir. Qu'on vient ici, dans notre lecture du printemps démocratique, et dans notre lecture de ces changements politiques éphémères qui sont dépendants des écueils auxquels ils se heurtent, ils se heurteront, il faudra lire cela sous le prisme de l'historicité des événements. Donc, si l'on veut résumer le lien qui existe entre l'État et la société dans le contexte du printemps démocratique, il y a une dualité que j'appelle dualité entre la concordance et la discordance. La concordance au paradigme qui dit qu'il y a connexion entre la communauté et l'État, et la discordance qui empêche la société dans sa pluralité à agir dans l'espace commun. Cela, naturellement, n'ira pas de soi, de façon automatique. C'est un modèle, c'est un paradigme qui est en évolution, et il est sujet à des interactions directes et indirectes entre l'État et la société, entre les acteurs locaux et les forces régionales, l'acteur étranger, l'acteur de l'extérieur. En fait, il existe des courants stratégiques contradictoires. Ces courants s'engagent de front contre le paradigme démocratique de l'État fort, de l'État capable et de la société forte et capable. C'est un paradigme qui veut reprendre à son compte l'équation d'une nouvelle façon, sous un nouvel angle, plutôt que celui de la société vivace, vivante, dynamique, active sur tous les fronts. Bon, puisque cette action ne peut se faire d'elle-même, il faut créer une masse critique, un front des forces démocratiques. Et c'est justement la cause de l'échec de la toute première vague de démocratisation. Même si, au départ,
les politiques se sont divisés, ont vu une vraie polarisation identitaire et une fragmentation et des positions et des visions et des ressources dans un moment où il ne fallait surtout pas se fragmenter. Et c'est pour ça que ma thèse repose sur la nécessité de trouver un terrain d'entente, une véritable réconciliation entre différentes visions, différents systèmes et les forces politiques de réforme et les sociétés entre elles et avec les autres. Les sociétés qui ont besoin de cette réconciliation aujourd'hui avant demain, une conciliation ou réconciliation totale, complète et coordonnée. Seule cette réconciliation sera à même de faire avancer la première vague de démocratisation pour faire de l'État un moyen de servir la communauté, un moyen de coopération entre l'État et la société pour mettre fin à la voracité de l'État. Et de l'autre côté, ça permettra de mettre fin à l'État fragile, à l'État trop souple, à l'État laxiste. C'est vrai que l'État qui phagocyte la société, l'État vorace, a besoin d'une société faible, affaiblie, et l'État laxiste, de toutes les façons, se voit submergé par la société qui est fatalement plus forte que lui. C'est le paysage auquel on fait face aujourd'hui dans notre contexte politique arabe. Nous faisons face à une lutte pour le pouvoir, à s'approprier l'État. Toutes les forces politiques, majorité et opposition, veulent s'approprier l'État. Et à l'intérieur de ces forces politiques, il y a encore plus de divisions culturelles, ethniques, idéologiques, etc. Donc, s'approprier cette volonté de réforme démocratique globale nécessite de nous d'encourager le mouvement de réforme idéologique et culturelle. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Nous voulons des efforts propres de la part de la communauté, des institutions publiques, civiles, religieuses, laïques. Ce sont les efforts dont a besoin tout État récent, tout État moderne, je veux dire, afin de mettre fin, afin d'arrêter l'hémorragie faite de l'opposition, du choc entre les différents courants. Trouver un terrain d'entente entre tous, avec un dénominateur commun minimal où l'on s'affranchit de toute essentialisation culturelle ou ethnique ou religieuse. Et là, je m'arrête à un triptyque que j'appelle la nécessité de la réforme, de l'intérêt et de la réconciliation. Islah, musalaha et maslaha. Mais cela ne peut se fonder que sur la base de la reconnaissance des torts et de la réconciliation. Il faut trouver le moyen de résoudre de façon civilisée ces problèmes entre l'État et la société. Il faut un nouveau pacte social, un nouveau contrat, et qui nécessite un niveau minimum de réforme. Et cela, naturellement, a besoin d'une culture, la culture de la réconciliation. Il faut construire la culture de la réconciliation. Ce qui veut dire que nous ne faisons pas uniquement face à une crise politique étouffante. En fait, cette crise politique étouffante est le fruit direct d'une crise culturelle. Dans mon papier, j'ai abordé les causes de cette crise, les causes législatives, géostratégiques, géopolitiques, et j'ai dit que ce terrain d'entente requiert un moyen de réforme, un outil de réforme. Les forces habilitées à la réforme elles-mêmes ont besoin de réforme, ont besoin d'un réexamen idéologique, un réexamen de la méthode,
des concepts, un renouveau du discours, qu'il s'agisse du discours islamique ou laïque ou nationaliste, etc., afin qu'elle soit réellement à même de devenir partie intégrante de la réconciliation. Il faut construire la culture de la réconciliation. Il faut concevoir la conscience d'examen de conscience et d'autocritique responsable, méthodique et intellectuelle. Et il faut reconnaître les torts, reconnaître ces torts, dire la vérité, fût-ce une vérité qui fait mal, quelle qu'elle soit, aussi profonde, aussi délicate qu'elle soit. Le faire avec civilité et avec responsabilité. Dans la mesure où le centre parle des valeurs politiques islamiques, la philosophie musulmane se fonde sur l'idée de la coopération, de l'évaluation, de la protection mutuelle et de la convivence. Cela doit être présent non seulement dans le rapport politique, mais dans les rapports sociétaux, sociaux, la relation à l'autre en général. Donc, trouver le terrain d'entente le trouver une fois l'on sera d'accord que toutes ces révolutions devront se transformer en projets de réforme. Parce que rappelons-nous, toutes ces révolutions étaient des revendications de réforme. Les plafonds de revendication étaient des revendications de réforme pour davantage de droits, pour élargir le cercle des droits, pour davantage de pluralité. Et malheureusement, ça s'est transformé en boule de neige. Ces plafonds de revendication se sont transformés du jour au lendemain en revendications de chute de régime. Ces efforts de réforme nécessitent tous ces réexamens. Il convient d'être convaincu que toute construction démocratique est une construction délicate, complexe. Et c'est la phase transitionnelle qui est la plus délicate. Toute personne voulant la réforme doit être convaincue qu'elle est habilitée à participer à la renaissance, à participer à la démocratisation. Mais sans masse critique, c'est tâche vaine. Comme le dit Al-Jabri, que Dieu l'accueille dans sa miséricorde, il nous dit que les forces démocratiques, toutes doivent reprendre à leur compte tout ce qui se rapporte à la libération, à la citoyenneté et à la consécration des infrastructures démocratiques, à regrouper toutes les forces de réforme, toutes les forces qui, de toutes les façons, ont entre elles des points communs. De la même manière, Tariq al-Bishri, ce penseur, a parlé du courant principal de la communauté, dans la communauté. Il nous rappelle les problèmes auxquels font face les pays dans la transition et la contradiction qui existe entre le devoir de réforme idéologique et le devoir de réforme sociale et les divergences qui existent entre les résultats politiques et sociétaux. Il nous dit que cela nécessite une action globale, plurielle et intégrante. Et moi, je dirais que cela nécessite de nous d'élargir la base de modération, c'est-à-dire d'élargir tous ceux qui croient en la démocratie et ceux qui sont pour le choix réformiste. Alors, j'ai dans mon papier donné quelques exemples des valeurs principales qui peuvent contribuer à la réforme. J'ai donné aussi l'exemple du Bénin en Afrique. Comment est-ce que la démocratisation s'y est opérée sans heurts. J'y ai parlé également de l'expérience sud-africaine dans la justice transitionnelle, dans la réconciliation entre des partis ennemis. J'ai également fait allusion à une expérience unique que l'on a vue au milieu du XIXe siècle, l'expérience d'alliance entre les Tokoja et les samouraïs et les Meiji,
l'empereur Meiji. Donc il y a eu un mouvement de soutien national derrière l'empereur et qui a permis l'alliance entre les deux factions principales de l'État japonais d'alors. C'est comme ça que la société s'en est vue renforcée, c'est comme ça qu'elle s'est redynamisée et qu'elle a présenté les vrais fruits de la résilience. Je clôt cette intervention par 3 idées. Je dis que le nouveau discours de réforme ou cette quête d'un deuxième mouvement de réforme démocratique post-soulèvement démocratique, la première vague soulèvement démocratique nécessite de la souplesse, de l'intégration et du pragmatisme dans le discours afin de barrer le chemin à tout discours fondé sur une essentialisation ethnique ou sectaire ou monolithique, plutôt que un discours qui érige, plutôt qu'un discours qui érige des murs, un discours qui érige des ponts entre les gens. Nous avons donc besoin de renforcer l'État-nation. L'État-nation dont Jabri dit qu'il est devenu parasite sur elle-même, qu'elle souffre d'une crise de confiance, une tension aiguë entre elle et la société. Cet État-nation, plus que jamais, doit perdurer, parce que finalement, on tombera dans des États infranationaux. Nous ne voulons pas des États infranationaux qui se transformeront en projets saspicaux multiples à l'avenir, plutôt que de tomber dans un cas de figure où ces États seront politiquement plus affaiblis, un affaiblissement. En fait, finalement, parfois on se dit pourquoi pas affaiblir cet État-nation dans sa voracité pour pouvoir inoculer le principe démocratique. L'approche arabe se fonde sur plusieurs principes, les valeurs, l'autorité, l'information. L'information a toujours été un instrument au service de l'État pour mieux maîtriser le patrimoine, mieux maîtriser les ressources. Donc, au lieu d'affaiblir l'État autoritaire, on pourrait aussi trouver un moyen de la circonvenir pour proposer une nouvelle politique de formation aux États-nations dans le cadre de fédération, par exemple. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'États-nations comme par le passé ou d'États transnationaux. Voilà donc en quelques mots un résumé de ce que j'ai proposé dans ce papier, une nouvelle thèse que je propose pour trouver un terrain d'entente entre la réforme et la stabilité. La réforme et les besoins de liberté et de justice, mais aussi les exigences de sécurité et de démocratie. Je vous remercie de votre attention. شكرا جزيلا يا دكتور سلمان، يعني ورقه يعني غنيه جدا ومثيره للتفكير. Merci beaucoup de cette intervention très riche qui nous permet de réfléchir. Je voudrais à présent donner la parole à Dr Kremer. Je voudrais simplement présenter son document, à savoir les principes de réforme de la bonne gouvernance. Is better? Is all right? Excellent. Well, thank you, first of all, for the... Je vous remercie. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation très généreuse et intéressante pour participer aux travaux de cette réunion captivante. Je suis reconnaissante aux organisateurs, aux intervenants que j'ai eu le privilège d'écouter avec attention. J'étais en accord avec le nombre de choses qui ont été dites, pas toutes bien sûr, mais je voudrais d'une certaine manière refléter ce qui a été dit dans une autre langue, parce que nous vivons dans une culture de pluralisme
pluralisme linguistique. Alors, lorsque l'invitation m'a été adressée, j'ai un peu hésité. Devais-je venir ou pas? La question qui m'a été posée était formulée ainsi. Comment l'islam peut-il être réformé de manière à servir le gouvernant et le gouverné sans confrontation entre les deux? Je ne me sens pas particulièrement qualifié pour parler au nom de l'islam. Même si j'ai tenté d'étudier les valeurs islamiques, mais je ne suis pas favorable à parler au nom des gouvernants, même si aujourd'hui, dans nombre de sociétés et parties du monde, nous avons des dirigeants, des gouvernants et des règles, mais je ne pense pas que cela cause de source, et ce n'est pas certainement la meilleure manière d'exprimer le patrimoine islamique. Je pense également que bon nombre des principes qui, à mon sens, constituent un système que l'on peut considérer comme étant légitime sont partagés, cela a été dit auparavant, par de nombreuses personnes de par le monde, et pas seulement des musulmans. Et nous pouvons nous accorder sur le fait qu'un système qui est considéré comme étant légitime doit se fonder sur la consultation, la participation, la redevabilité et la justice. Et voilà, je reviens à la justice. En fait, je vais parler très lentement comme un bon professeur parce que je crois que cela facilite la tâche aux interprètes si je ne parle pas à la vitesse habituelle de diction. Et si je devais parler, je le ferai dans ma langue maternelle. Est-ce que les interprètes sont d'accord? Oui, madame, c'est très bien, vous parlez très clairement. Alors, est-ce que ces principes sont-ils partagés dans toutes les parties du monde, du Japon, de la Chine jusqu'en Amérique latine et les sociétés musulmanes passées et actuelles? Est-ce que cela est-il ancré dans la tradition islamique? En fait, cela revient à donner corps et substance à ces principes, mais lorsque les personnes parlent de ces principes au 7e siècle chrétien, de l'ère chrétienne, ou au 21e siècle, l'on donne un autre poids, une autre signification à ces termes. Mais tout cela, l'accent a changé, la connotation a été modifiée au fil du temps. Et il y a une réinterprétation pour accroître la flexibilité et le mouvement au fil du temps. L'un des problèmes qui émaille le débat dans le monde musulman, c'est que l'une des connotations qui étaient d'actualité au XIIe siècle sont encore évoquées aujourd'hui, c'est-à-dire la shura et la justice, shura ou al-adl, la concertation, la consultation et la justice, eh bien, cela ne revêt pas la même teneur. Je ne crois pas que les principes soient aussi clairs dans le chef des personnes. Prenons la shura, par exemple, la consultation, la concertation. Ceux qui sont familiers avec la tradition islamique, normative ou autre, la shura veut dire de nombreuses choses. La consultation, la concertation du gouverneur autoproclamé leur a demandé de ce qu'il pensait être la bonne chose à faire au conseil, au majlis, mais qui représentait la communauté passée et en arrivant à un parlement avec un vote majoritaire qui en fait représente une limitation pour les pouvoirs d'un gouvernement. Mais moi je crois que la chose peut signifier de différentes choses. Lorsque l'on parle de la justice en tant que valeur absolue, il faut que nous nous souvenions que la justice avait d'autres exceptions pour différents peuples pendant différentes périodes. Dans les différentes cultures, dans les différentes civilisations d'un moderne, cela signifiait un système équilibré et harmonieux. Alors, pourquoi les hommes et les femmes de la Chine antique ou de la Grèce antique ou les premières communautés islamiques une
société, une communauté équilibrée et harmonieuse ont un rôle à jouer et sont maintenus en équilibre par un gouvernant sage et éclairé. C'est une société qui va maintenir l'harmonie en dépit des circonstances. C'est différent de l'ère moderne qui se fonde sur l'équité et l'égalité, justice et égalité. Non seulement égalité entre riches et pauvres, mais maîtres et esclaves, hommes et femmes, croyants et autres. Ne disons pas incroyants parce que c'est déjà une connotation péjorative à plus d'un égard. Alors lorsque l'on parle de la justice en tant que valeur absolue, l'on doit réfléchir au type de justice dont il s'agit, à laquelle nous réfléchissons, et l'acception islamique que nous pouvons lui donner. Alors, l'état de droit était évoqué dans notre débat auparavant. Et je crois que c'est là une inversion très importante du côté des nations prémodernes aux nations modernes qui existent dans le chef des personnes aujourd'hui. Alors, en fait, il faut adapter le système si le gouvernant dispose des qualifications nécessaires. C'est un croyant, c'est un homme pieux, il pratique ce qu'il prêche, etc., etc. Pendant l'ère moderne, il est évident que l'inversion est passée des qualifications du dirigeant, au singulier, au cadre auquel il est soumis ou dont il fait partie comme tous les autres, c'est-à-dire l'état de droit. Et ce n'est pas un hasard que la Constitution est devenue si puissante à la fin du 19e, début du 20e siècle, mais notamment au Proche-Orient, avec les jeunes Turcs, les jeunes Tunisiens, les Égyptiens du fin du 19e, et aussi en Iran, autant de mouvements qui demandaient un texte fondamental qui permettrait aux personnes d'évoluer au sein d'une société juste et égalitaire. Alors, la Constitution a été remplacée dans nombre de sociétés majoritairement musulmanes à l'appel à l'application de la charia, et il me semble que nombre de personnes qui ont appelé à l'application de la charia avaient dans leur chef ce cadre. Et donc, lorsque il faut véritablement imaginer cela, l'appel à l'application de la loi islamique qui serait l'équivalent de l'application d'un texte fondamental, d'une constitution. Cela équivaut à la même chose. Est-ce que la réforme en amont, préventive, peut jouer son rôle dans une situation, dans des sociétés qui sont mûres pour le conflit, et jouer un rôle dans la lutte des pouvoirs régional, local et international, la concurrence, compétition, etc. La réponse est oui. Il y a des illustrations historiques de réformes préventives, réussies et efficaces, mais elles sont rares. Il y a un certain nombre de conditions préalables. Les réformes doivent être lancées par ceux au pouvoir, pas forcément les gouvernants, mais en réaction à une attente de la population. Et il faut qu'il y ait une réaction de la population. Il faut véritablement définir ce qu'entraîne cette réactivité. Il faut voir qu'il appartient aux personnes de définir si la politique de réactivité est bonne ou pas. Il faut surtout que cela soit crédible. Et malheureusement, cela est très rare où que nous nous situons. Alors, dans une situation de crise et de conflit,
la situation n'a pas abouti à une pacification immédiate, mais tout au contraire, davantage de troubles, moins de stabilité en superficie, mais qui, en bout de course, a abouti à plus de stabilité. Les exemples sont légion. Et si l'on s'attend à une restauration immédiate de l'État, vous allez droit à la déception. Alors, réactivité et crédibilité, c'est une transition qui ne va tout simplement pas restaurer le système qui était en place auparavant. Quel que soit le conditionnement de votre deal, quel que soit l'emballage de votre cadeau, je ne peux pas vous donner de recettes, de prescriptions concernant tel ou tel pays. Il y a quand même un certain nombre d'ingrédients, d'éléments qui doivent figurer dans ce paquet, dans ce cadeau. Et cela a été mentionné à plus d'une reprise par les intervenants au sein des séances de travail et aussi en dehors des salles. Laissons d'abord de côté les grandes réformes sociétales, réformes économiques. Et donc ne parlons pas d'économie qui est difficile à gérer, question complexe, etc. Mais limitons-nous aux réformes sociales. Que faisons-nous de ceux qui ne reconnaissent pas les principes? Deuxième élément qui a été soulevé de manière récurrente, et je veux le souligner très fortement, eh bien, c'est la nécessité d'instiller l'esprit de respect, de modération et de compromis auprès de tous. Cette wasatiyya, cette voie médiane qui est l'une des marques distinctives de l'islam dans ses pratiques politiques. Eh bien, je crois que l'idée d'un juste milieu, équilibre et harmonie, c'est l'un des rêves les plus durables de l'humanité. On le trouve dans le confucianisme en Chine, dans la Grèce antique, chez les musulmans, chez les non-musulmans. Cela a été identifié comme une voie médiane également. Mais je rejoindrai les préopinants pour dire qu'il y a des situations où il n'y a pas de voie médiane. Un exemple de ma propre histoire, de notre propre histoire. Lorsque l'on est face au fascisme, la voie médiane n'est pas envisageable. On ne peut pas être moins fasciste ou moins autocratique et établir une voie médiane qui soit vivable pour tous. Je ne dois pas le dire plus clairement, cela veut dire pour les forces politiques qui sont plus proches de cette partie du monde, sincèrement je dirais que la voie médiane n'est pas ce qu'il faut rechercher. Il y a d'autres situations où ce juste milieu est une bonne chose, mais pas dans ce contexte-ci. Alors, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de cette hypothèse, mais il y a des personnes avec qui je ne peux pas trouver de terrain d'entente. Pas de voie médiane, pas de juste milieu. Ce qui me ramène à la question de savoir ce que je peux faire avec ces personnes pour pouvoir avancer. Et une piste de réponse serait de traiter avec ces personnes en me fondant sur l'état de droit. Donc, cela se fera sur des bases religieuses et non religieuses. Certains éléments qui doivent faire partie du package de réformes et de transition réussie dans un monde qui est en pleine mondialisation, eh bien, c'est le constat de l'inclusion et de l'intégration, de la notion de citoyenneté qui est à la hauteur des attentes actuelles. Cela ne signifie pas seulement de l'intégration, de l'inclusion des musulmans, des non-musulmans. Alors, encore un mot, si vous le permettez, de moi-même. Je suis historienne. Les Abbassides, les Omeyyades,
les autres ont établi des empires musulmans. Mais la majorité des résultats, des citoyens, des résidents, des sujets étaient des non-musulmans. Donc le défi d'intégrer les personnes d'une autre obédience, ça n'est pas nouvelle, hein. Mais elle a été traitée par le passé et dans le présent. Et là, je parle autant de l'Allemagne que du Qatar, même si nos défis sont très différents, les défis auxquels nous sommes confrontés sont très différents, n'est pas d'intégrer des personnes d'obédience différentes, de différentes confessions de l'islam ou du christianisme. C'est par exemple comment intégrer des résidents nouveaux tels que les migrants par exemple. C'est pour cela que je dis que là, dans ce contexte-ci, l'Allemagne et le Qatar font face aux mêmes défis, même si la situation est distincte. Si la société et l'État n'arrivent pas à intégrer tous les citoyens résidant sur son territoire et de les intégrer à la chose publique, eh bien l'échec est patent. Et il y a des fondements islamiques à cela. Alors je parle en mon nom, au nom de ma société, et cela vaut peut-être pour d'autres sociétés. En tout cas, dans mon pays, il faut de la probité intellectuelle et le courage de faire face à des questions qui sont largement impopulaires. Dans mon pays, dans ma société, en Allemagne, il n'est pas populaire de dire que l'islam fera partie de ma société. Non, je ne parle pas des musulmans, mais l'islam avec une manifestation publique de signes religieux n'est pas populaire. Et c'est tout à fait controversé de parler de charia, de la loi de la charia en Allemagne et dans un autre pays européen. Alors, je ne vous apprendrai rien de nouveau en vous disant que les principes séculiers dans un contexte musulman, eh bien, l'on me répondra dans une société musulmane qu'il s'agit d'athéisme, d'incroyance, etc. Je plaiderai pour ma part pour un débat plus audacieux, car en Allemagne, nous tentons d'intégrer les musulmans en tant que musulmans, mais cela ne se fera que sur la base des principes de laïcité, de sécularité. Car si nous ne nous battons pas pour la laïcité, comment allons-nous traiter les personnes qui sont d'une autre obédience, d'une autre religion, et les considérer comme faisant partie intégrante de notre société, de notre communauté? Donc un système laïque ne doit pas se défaire de ses valeurs religieuses, mais c'est un système laïque où la religion joue un rôle dans la sphère publique. Si la société ne se concerne pas sur une religion en particulier, mais confère des droits et des obligations à toutes les religions en présence. Merci de votre invitation, merci de votre attention, et j'attends avec impatience le débat. Thank you very much, Professor Kramer, for this insight. Merci beaucoup, Madame Kremer, de ces questions. J'ai moi-même de nombreuses questions que je garde bien au chaud pour la fin. Nous allons à présent la parole à Mohamed Mokhtar Shankiti, à qui nous proposons 15 à 20 minutes de temps de parole. No power without PowerPoint. No power without PowerPoint. Right.
I need to move to be able to see what you're saying. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasul. Au nom de Dieu, le clément miséricordieux, toutes les louanges sont à Dieu, prière salutation de Dieu soit sur le prophète, ses compagnons. Je vais rester debout, donc j'ai oublié que je m'adresserai à vous en arabe. Alors, une issue pour sortir de l'impasse, la réforme préventive comme alternative à la contre-révolution et la guerre civile. Alors, je commencerai par mise en garde. C'est Gustave Le Bon qui nous le fait dans le livre L'esprit des révolutions, de la Révolution française. Il nous dit, dans le monde politique, il faut toujours révéler les conséquences, répondre aux revendications de gré avant qu'elles ne soient prises de force. Donc, c'est un conseil, c'est une mise en garde qu'il dit aux politiques, répondez aux revendications de gré avant que vous ne soyez contraints de les concéder de force. Alors, révolution, d'où est-ce que ça vient? Une seule cause. Lorsque l'État abandonne la société. C'est, en résumé, la vraie cause. Lorsque l'État abandonne la société. Cet abandon se retrouve, par exemple, dans plusieurs manifestations. Lorsque les gouvernants n'ont plus confiance de façon progressive à l'État, et lorsque les gouvernements recherchent d'autres sources d'autorité. Quelques années avant la Révolution française, il y avait une étincelle intellectuelle qui s'était formée, Rousseau, Voltaire, etc. C'était des étincelles qui avaient ouvert de nouvelles brèches intellectuelles et de pensée. Mais c'est aussi parce que l'État n'est plus capable d'offrir d'autres alternatives. Tandis que le choc qui existe entre les gouvernants et les gouvernés peut être un choc ou un conflit existentialiste qui ne connaît pas de voie médiane. Donc c'est soit ou. Soit la Syrie, soit Assad, soit le Yémen, soit Ali Abdallah Saleh, soit la Libye, soit Al-Qaddafi. Lorsque le conflit atteint un tel niveau de complexité, il n'y a pas de solution médiane. Et puis, il y a le conflit des limites. Alors, pour cela, il faudra revoir ou réexaminer la relation entre gouvernants et gouvernés. Passer, par exemple, d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Par exemple, là, ça fait partie des solutions possibles à un conflit sans que cela ne devienne nécessairement un conflit existentialiste. La plupart des évolutions sont devenues ont commencé par des conflits de limites existentialistes. Et la plupart se sont terminés en soit ou, une équation nulle. Et lorsque le conflit arrive à son paroxysme, c'est l'État qui fait toutes les concessions possibles et imaginables auxquelles il n'était pas du tout prêt lorsque les revendications étaient fraîches et volontaires de la part du peuple. Il leur dit, maintenant je suis prêt à accepter vos revendications du départ, mais le peuple n'accepte plus. Quand une révolution se déclare, généralement elle se déclare lorsque le pouvoir arrive à y croiser deux chemins. Si les gouvernements ont une conscience historique, leur comportement en général se manifeste selon trois aspects. D'abord, ils sont conscients des dangers d'éruption sociale. Ensuite, ils adoptent des réformes préventives pour canaliser la force d'éruption, ou essaient de trouver un terrain d'entente avec leur peuple. C'est la logique utilisée en général. Comme l'a dit l'oratrice qui m'a précédé, ces exemples sont très peu nombreux dans notre histoire. Mais en tout cas, la théorie est là. Alors, quel en est le résultat? Lorsqu'on adopte cette posture, on évite
et au gouvernement et au peuple de payer le prix fort en termes de vie humaine et de propriété. Mais il y a aussi un autre choix qui a été malheureusement celui de la plupart des autocrates à la suite des révolutions. Ils ont une lecture de l'éruption révolutionnaire comme étant une éruption momentanée qu'ils peuvent faire avorter rapidement. Ils prétendent proposer une réforme politique, mais avec des pieds de plomb. Et ils essayent toujours de couvrir l'éruption, ce qui augmente malheureusement la pression et occasionne une explosion bien pire que celle qui aurait pu être celle sans couverture. Napoléon aurait aurait pu ne pas être capable de conquérir toute l'Europe s'ils avaient concédé à certaines revendications au départ. Je parle des royaumes européens de l'époque. Donc nous avons trois modèles historiques. D'abord, la guerre civile anglaise avec sa fin joyeuse qu'on appelle la Révolution glorieuse en 1686, et ensuite la Révolution américaine qui s'est terminée par une coupure totale, et ensuite la Révolution française qui était vraiment une véritable catastrophe, et il a fallu près de 90 ans à la France pour se stabiliser après la Révolution française. Pour l'Angleterre a vu 4 décennies d'instabilité. D'abord, les luttes entre Charles Ier et le Parlement qu'il avait dissolu. Charles Ier, qu'il avait dissous, et aussi du fait que Charles Ier voulait imposer les rites catholiques à une majorité de protestants. Et ce fut d'ailleurs le premier roi britannique à être mis à mort par son peuple lors d'une révolution. Ce fut le même cas réservé au roi à l'époque de la Révolution française. Par la suite, il y a eu donc la République de Cromwell et la Troisième République, donc beaucoup d'instabilité. Après Charles I, Charles II, James II a redonné du feu à la guerre après une période rapide de stabilité. En fait, il n'a tiré aucune leçon de l'histoire de son père. Fort malheureusement, il a encore une fois, lui, le catholique pratiquant, roi dans un pays à majorité de protestants. Le peuple l'a accepté au départ. Toutefois, James était à la fois fondamentaliste religieux, mais aussi autocrate politiquement, sans aucun égard donné au Parlement. Il n'a donc tiré aucune leçon de l'expérience de son père. Ce qui lui a fallu d'être démis. Il a, par exemple, demandé au Parlement de grandes dotations. Il a demandé au Parlement d'abroger le Test Act, les lois d'inquisition. Tout cela a donné lieu à une confrontation entre le Parlement et James, ce qui lui a fallu d'être démis par le Parlement, et c'est ainsi que le royaume a dû faire appel à Guillaume d'Orange, et c'est ainsi que s'est clôturée la glorieuse révolution. James et avant lui Charles sont l'exemple de ces leaders politiques qui n'ont pas compris
qu'une révolution était aux portes. Tandis que Guillaume et Mary, tous les deux, sont le contre-exemple. Ils étaient conscients du développement des événements, se sont accommodés des revendications du peuple, et tous les deux ont été les fondateurs de la monarchie constitutionnelle en Grande-Bretagne et la propagation de ce même modèle ailleurs en Europe et de par le monde. Pour les États-Unis, en revanche, il y a effectivement des ratés, des occasions ratées. Les Américains ne s'estimaient pas indépendants de la Grande-Bretagne. Ils étaient comme des citoyens au service du roi ou de la reine. Ils considéraient que leur mère patrie, à savoir la Grande-Bretagne, était-elle une mère qui ne gâtait plus son enfant devenu adulte. Mais quand il y a eu la guerre entre la France et la Grande-Bretagne, un déficit budgétaire a frappé la Grande-Bretagne et des taxes ont été imposées à l'Amérique sans passer par le Parlement. Et donc le conflit a commencé au départ politiquement. Le roi voulait des taxes et les citoyens américains le refusaient. Donc ça a commencé par un simple problème fiscal. Mais malgré cela, les revendications montaient davantage et on disait qu'il fallait une alternative politique. Pas de taxes sans représentation réelle. Et le plafond des revendications est allé encore plus haut. Le peuple américain ne reconnaissait plus le roi d'Angleterre et ça a donné lieu à la guerre d'indépendance qui s'est terminée par le traité de Paris. Donc ça, c'était à l'époque de Georges III. Maintenant, pour ce qui est de la plus importante des révolutions, la Révolution française, qui est la principale leçon dont on doit tirer des leçons par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors pourquoi ça a commencé? Ça a commencé parce que l'État a abandonné la société, socialement et culturellement. Je ne vais pas parler de tous les jalons par lesquels est passée où s'est développée la Révolution française. Il y a eu toute une série de contre-révolutions à la suite de la Révolution française de 1889. Et il y a beaucoup de points communs entre ce qui s'est passé en France et ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui après le printemps arabe. Évidemment, au départ, les révolutionnaires ne voulaient pas mettre fin à la monarchie. Ils voulaient que la monarchie devienne une monarchie constitutionnelle à l'instar de la Grande-Bretagne. Lorsque la Bastille a été prise, ils voulaient une constitution qui réforme le régime monarchique. Ils voulaient une réforme qui conserve la gloire et l'histoire de la famille régnante, tout en préservant le droit du peuple. Donc, mais Louis XVI était dépourvu de toute sagesse et n'a pas pris conscience de la profondeur de ces changements qui s'opéraient dans sa société. Donc, au départ, il a prétendu qu'il était d'accord avec les revendications de la Révolution, mais en même temps, il tendait la main ouverte à la cour partisane de la monarchie. Donc, il a même essayé de fuir la France, malheureusement, mais fort heureusement pour la Révolution, il a été ramené et voilà. Ça s'est terminé comme ça. C'est d'ailleurs la guillotine qui a été conçue par lui-même pour couper les têtes des révolutionnaires, mais finalement, c'est sa tête qui a été coupée, comme vous le voyez ici sur ce tableau. Car c'est cette même tête qui n'a pas compris la profondeur de la mutation historique que vivait la France à ce moment-là. La contre-révolution française s'est faite
par la famille régnante et les cercles proches de cette famille régnante, et aussi par les anciens du régime qui se réunissaient à Bruxelles, à Genève, à Londres. Et on voit aussi aujourd'hui les anciens des anciens régimes arabes, où est-ce qu'ils se rencontrent dans certaines capitales qui sont bien connues. Encore un point commun avec les révolutions arabes aujourd'hui. Les monarchies européennes ont pris part également à la contre-révolution française. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles avaient peur de la contagion. Et au lieu d'adopter une réforme préventive pour éviter la contagion, elles ont plutôt essayé de mettre fin à la Révolution française avant qu'elle n'arrive à leurs frontières. Mais finalement, ce type d'action ne fait qu'accélérer le processus. C'est la leçon première que l'on tire de la Révolution française. L'Église catholique faisait partie également de cette contre-révolution. Le pape n'avait aucune intention de laisser la France mettre en place une Église indépendante de Rome, et d'autres facteurs. Gustave Le Bon a décrit la Révolution française comme la grande débâcle, l'histoire malheureuse de la France. Il a dit que tout ce qui s'est passé tout au long des 80 années qui ont suivi était inutile. Mais malheureusement, le peu de perspicacité de Louis XVI n'ont pas permis le meilleur. Maintenant, si l'on veut comparer la contre-révolution arabe à la lumière de la contre-révolution française, et ici nous avons des centres et des foyers internes et externes qui essayent de mettre fin aux aspirations des peuples. Elles appellent l'armée, l'appareil de sécurité, l'information, les médias, même la justice pour mettre fin à la tendance révolutionnaire légitime. Et donc, quels sont les points communs qui existent entre cette contre-révolution et la révolution française, ou la contre-révolution française ? Beaucoup de points communs. Les anciens des régimes sont toujours soutenus par les pays voisins, donc même chose entre la France il y a 200 ans et aujourd'hui, avec les printemps arabes. Un autre point commun, la contre-révolution a fait que la révolution s'est transformée de processus de réforme à un chaos sans fin. Et c'est effectivement le trait commun avec ce qui se passe aujourd'hui. Les révolutionnaires se sont transformés en acteurs pour une réforme logique en des acteurs du chaos, destructeurs. Alors quel est le prix qui a été payé à la suite de la contre-révolution française ? On a tout simplement assassiné la modération. La contre-révolution restreint l'étau sur la modération, parce qu'elle se fonde sur la grande polarisation sociale. Parmi les fruits de la contre-révolution française, on note par exemple le transfert d'autorité de ces leaders modérés comme Lafayette, Danton, Monnier, aux radicaux comme Robespierre. Robespierre qui dit « La République ne peut tenir que par l'extermination de ses opposants ». Le Bon dit que la révolution oblige les victimes à creuser elles-mêmes leur tombe. Et aujourd'hui, on dit que Daesh est né à la suite de la contre-révolution. Gustave Le Bon, dans son livre, dit « Comment est-il possible que des gens rationnels, que des modèles se sont transformés d'idéalistes à des monstres ?» Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était le prix payé par la France ? Les Bourbons ont tout perdu. Ils auraient pu garder toute leur gloire et toute leur propriété.
le peuple français a perdu, toute l'Europe a perdu, étant donné que toute l'Europe a périclité, a implosé à la suite de l'invasion napoléonienne, ou des invasions napoléoniennes. L'Europe a aussi perdu à la suite de l'exportation de sa révolution en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, on parle, ils disent le problème c'est pas l'exportation de la révolution. En fait, le problème c'est pas l'exportation de la révolution, mais c'est la révolution qui s'invite dans les pays voisins. Elle est importée. Pour terminer, la leçon que l'on tire de tout cela est la suivante. La contre-révolution. On voit cela dans toutes ces trois histoires, en France, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. 4 décennies d'instabilité politique et de guerre civile en Grande-Bretagne n'ont pu s'arrêter qu'après l'intervention de Guillaume et de Marie à la suite. La guerre d'indépendance aux États-Unis. La Grande-Bretagne aurait pu rester l'empire le plus grand aujourd'hui, que les États-Unis soient toujours partie intégrante de la Grande-Bretagne, ou que la Grande-Bretagne soit toujours partie des États-Unis. Mais Georges III est tombé dans les erreurs que l'on connaît. Pour la France, eh bien, c'était pire encore, 80 années d'instabilité et de sang versé. La contre-révolution, alors, qu'est-ce qu'on peut offrir à la place? Il faut la prévention, ou bien la réforme préventive. N'est doué de raison que celui qui adopte cette approche, me semble-t-il. Il faut que les musulmans aujourd'hui, que les arabes aujourd'hui tirent les leçons de ces mauvais sorts. Il faut passer de l'autoritarisme à la liberté à moindre coût, à moindre prix, avec le moins de dommages possible. Il faut que les gouvernants et les gouvernés trouvent un terrain d'entente à la croisée des chemins au meilleur intérêt de tous. Et ça nous rappelle à ce qu'a dit Gustave Le Bon, dans le monde de la politique, il faut toujours présager les conséquences, offrir ou répondre aux revendications de gré avant que n'arrive un temps où ces revendications sont obtenues de force. Et merci.